Sur notre plateau ce soir, Catherine et Jean-Marie, je vous demande de les applaudir très fort. Bonsoir. Bonsoir. Alors, si vous êtes sur ce plateau, c'est qu'il vous est arrivé une aventure absolument extraordinaire. On pourrait même appeler ça un véritable cauchemar. C'est difficile aujourd'hui de concevoir quand on vous voit que vous avez été, on peut le dire, SDF, que vous avez dormi quasi dans votre voiture, alors que vous étiez tout simplement propriétaire d'un appartement. Tout à fait, c'est difficile, même pour nous, de se dire qu'on a été dans cette situation de précarité, à avoir juste le droit de payer, de regarder le logement pour lequel on payait. Comment fait-on pour vivre ou tout simplement pour survivre dans ces conditions-là? On s'accroche à nos souvenirs quand on avait une vie normale et décente. Et on s'accroche à notre logement et se dire on va redevenir des gens normaux, quoi. Quand tout bascule, qu'est-ce qui se passe? Il faut croire en quelque chose. Si on croit en rien, on bascule, mais on bascule pour toujours. Sans argent et surtout sans logement, la vie de Jean-Marie et Catherine leur semblait sans issue. Le logement, c'est vital pour quelqu'un. Sans logement... On est mort. Ouais. Des propriétaires SDF, c'est incroyable, mais pourtant vrai. Voici l'histoire bouleversante d'une descente aux enfers, celle de Catherine et de Jean-Marie. 4 septembre 2008, il est 22h. Nous sommes quelque part sur un parking près de Perpignan. Moi, je vais pas dormir. Depuis 2 mois, je fais jamais une nuit complète. J'ai peur, on nous agresse. C'est ici, dans leur voiture, que Catherine et Jean-Marie s'apprêtent à passer la nuit. On arrive à bout, à saturation. Voilà. On est en train de péter un câble. Et pourtant, à quelques centaines de mètres d'ici, ils sont propriétaires d'un appartement. On est SDF, sans domicile fixe, tout en ayant un qui nous coûte 750 € par mois et dans lequel on n'a pas le droit de rentrer. Voilà. S'ils ne peuvent pas habiter leur appartement, c'est parce que des locataires indélicats s'y accrochent sans payer leur loyer. Confrontés à l'occupation de leur logement par un couple de squatteurs, Catherine et Jean-Marie sont à bout de nerfs. On pourra pas tenir 6 mois. Ça fait depuis le 1er septembre, on n'a plus rien dans le ventre. Je veux dire, on peut pas tenir comme ça. Dans un instant, Jean-Marie et Catherine vont partir à la rencontre de leurs adversaires. Une confrontation aux allures de règlement de compte. C'est chez nous ici. C'est chez nous. C'est chez nous ici. C'est chez nous. Arrêtez, monsieur, arrêtez. C'est chez nous ici. Arrêtez. Non, mais ça va dégénérer, hein. La suite de notre reportage, tout de suite après la pause sur TF1. Il y a quelques instants, nous vous racontions l'histoire incroyable de Catherine et Jean-Marie, un couple de propriétaires condamnés à vivre dans leur voiture. Voici la suite de notre reportage. S'ils ne peuvent pas habiter leur appartement, c'est parce que des locataires indélicats s'y accrochent sans payer leur loyer. C'est chez nous ici. C'est chez nous. C'est chez nous ici. C'est chez nous. Arrêtez, monsieur, arrêtez. C'est chez nous ici. Arrêtez. Non, mais ça va dégénérer, hein. Ça va dégénérer. Tu vois, ça c'est à moi, ça. C'est à la Tu vois, ça, copropriété. Tout ça, c'est à moi. La crainte de Catherine et Jean-Marie, passer l'hiver dans leur voiture. Alors comment ce couple sans histoire a-t-il été contraint de vivre dans son véhicule? Pour le comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. L'histoire de Catherine et Jean-Marie débute à Paris. Il y a 3 ans, Catherine travaille comme gardienne d'immeuble en plein cœur de la capitale. À 44 ans, elle décide avec son époux Jean-Marie d'investir dans l'immobilier. Pendant l'été 2005, ils achètent à crédit 2 appartements au bord de la mer, près de Perpignan. Le plus grand d'entre eux est loué à un couple de commerçants. Ils tenaient une poissonnerie, ils avaient l'air d'être sympathiques. Et pour nous montrer que c'était des commerçants prospères, ils nous ont signé un bail avec des engagements de loyer d'1 an d'avance. Donc on y a cru. Voilà, on a vraiment cru qu'ils avaient de l'argent. Les 2 premières années, ces locataires sont de bons payeurs. Mais à partir de décembre 2007, ils ne versent plus leur loyer. Un malheur n'arrivant jamais seul, quelques semaines plus tard, Catherine est licenciée. Elle perd son emploi de gardienne et du même coup son logement de fonction.
Sans travail et sans domicile sur Paris, le couple est contraint de déménager dans le sud de la France. Ils s'installent dans le second appartement qu'ils ont acheté. Mais Catherine et Jean-Marie sont bien loin d'imaginer les problèmes qui les attendent. Du fait que je me suis retrouvée au chômage, la charge des crédits de ces 2 appartements était d'environ 1 200 € et sans rentrée de loyer, on n'arrivait plus à faire face aux échéances. Pour rembourser ces mensualités de 1 200 €, Catherine et Jean-Marie ont besoin de loyers que versent leurs locataires. Ne parvenant pas à faire face à leurs échéances, en juin 2008, notre couple est dans l'obligation de vendre l'appartement dans lequel ils vivent. Malheureusement, le fruit de cette vente ne servira qu'à rembourser le crédit associé à l'appartement. On l'a revendu 54 000 €, donc on a fait une opération blanche. On n'a pas gagné d'argent dessus. Qu'importe, Catherine et Jean-Marie ont donné congé à leurs locataires. Ils doivent donc récupérer leur domicile le 31 août 2008. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. À l'expiration du bail, les locataires ne quittent pas l'appartement. Ils ne nous payent pas nos loyers, ils sont en fin de bail, ils ont une procédure, ils ont été malhonnêtes au possible jusqu'à maintenant. Non, il faut qu'on récupère notre appartement. Aujourd'hui, Catherine et son mari sont dans une situation dramatique. Sans domicile et quasiment sans ressources, ils sont contraints de vivre dans leur voiture. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai essayé de me construire et aujourd'hui je suis en train de tout perdre. C'est sur ce terrain vague, à l'écart de la ville, que Catherine et Jean-Marie s'installent pendant la journée. Venez. Attends, hé bébé. Allez. On a 2 voitures, donc bon, ça c'est la voiture de stockage, on va dire. Et après, il y a cette voiture-là qui sert à dormir, essentiellement à dormir. Et quand on a quelque chose à faire, on prend celle-là parce que celle-là, elle est pleine. On peut pas y mettre les chiens. Voilà, on peut pas y mettre les chiens. Donc là, Exception, quoi. Là, on a tout. Hein. Les glacières qui se branchent directement sur les allumes-cigares. D'ailleurs, on a une batterie qui a cramé. Donc la malle, hein, on la sort, ça va, on la sort qu'une fois par jour. Donc elle nous sert de table. Là, c'est nos vêtements qu'on range. Alors pareil, on a essayé de s'organiser. Jean-Marie, il a toutes ses affaires par là et moi, j'ai toutes mes affaires par là pour, comment dire... Enfin, on a pris les minutes. Pour qu'on s'y retrouve, quoi. Hein. Donc on s'habitue à ranger chacun de notre côté, comme si c'était une armoire, quoi. Sauf que c'est une malle. Et pourtant, il y a encore 2 mois, ils vivaient comme un couple ordinaire, profitant du confort d'un appartement. Aujourd'hui, pour tous les deux, la réalité est difficile à accepter. Ça, c'est nos... Ça, non, ça c'est mon sac à moi. Où, voilà, je stocke ce qui m'aide à tenir le coup dans ce moment-là. Mes enfants, mes petits-enfants. Disons, quand on était sur le point de revenir, d'habiter dans la voiture, j'ai même posé la question à mon mari, j'ai dit il faudra au moins qu'on emmène quelque chose qui n'a rien à voir avec notre villa, mais quelque chose auquel on tient. Et donc moi j'ai choisi les photos de mes enfants. Voilà. Donc ça c'est le truc que j'ai choisi dans mon enfant. Malgré ces difficultés, Catherine refuse de baisser les bras. Pour sortir de cette situation, elle se bat tous les jours pour trouver une solution. Cet après-midi, le couple a rendez-vous avec l'assistante sociale de la mairie. Bonjour. La discussion s'engage, mais au bout de 10 minutes d'entretien, l'assistante sociale leur propose de remplir une simple demande de relogement en HLM. Une proposition qui provoque la colère de Jean-Marie. Est-ce que vous pensez que j'ai les moyens aujourd'hui, en plus de mon Bonne question, ça. Est-ce que j'ai les moyens de payer Mon loyer d'HLM. Non, répondez-moi, oui ou non? Non. À la sortie de cet entretien, Catherine est bouleversée. Elle sait qu'on va dormir 6 mois, 8 mois dans la voiture. Elle sait qu'on ne pourra pas payer une HLM plus le crédit. Elle le sait. Elle sait tout. On va tout perdre, mais on va se perdre soi-même au bout. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. On ne pourra pas tenir 6 mois. Ça fait depuis le 1er septembre, on n'a plus rien dans le ventre. Je veux dire, on peut pas tenir comme ça. On a un paquet de chocobéennes qu'on n'a même pas entamé parce que justement, on ne sait pas, malgré que ça fait 3 jours qu'on ne bouffe pas. Et voilà, et il n'y a aucune issue. Voilà, je vois pas d'issue. Voilà.
J'en vois pas. Personne... voilà. 750 € pour avoir le droit de loger dans sa voiture. 20h. Catherine et Jean-Marie rentrent dans leur campement de fortune. Ils doivent se dépêcher de dîner. La nuit va bientôt tomber. Il va falloir s'alimenter, mais bon, ça me dégoûte, quoi, de... Non, mais c'est vrai, ça me dégoûte de manger dans ces conditions-là, quoi, franchement. Non, mais bon, c'est vrai que, bon, ça, c'est même pas du camping, quoi. C'est une précarité, c'est archaïque, c'est... Mais bon, c'est ce qui nous remplit le ventre. Hein. Ce qui nous remplit le ventre, hein, ce qui nous permet de manger et d'avoir un peu de force quand même. C'est dégueulasse. C'est vrai que c'est ignoble, quoi. Que j'aurais mis du gruyère si j'étais dans ma maison. J'aurais pas mangé. C'est vraiment... non, rien. Voilà. « 22h. La peur gagne Catherine et son mari. Il est temps de partir. Comme tous les soirs, par crainte de se faire agresser, notre couple change de lieu pour dormir. Ce soir, ils ont trouvé un emplacement discret et rassurant, le parking d'un lotissement résidentiel. Dès son arrivée, le couple se hâte de transformer leur voiture en chambre à coucher. S'il y a une personne qui nous voit faire ça, il faut faire assez vite, parce que s'il nous voit faire ça, il vient se dire, il s'installe pour la nuit, il va nous virer. J'ai peur qu'on nous casse la voiture, qu'on nous agresse. J'ai peur qu'on nous agresse. Et d'ailleurs, moi je vais pas dormir. Enfin, je vais dormir une demi-heure, je vais me réveiller, je vais quitter une demi-heure. Voilà, depuis 2 mois, je fais jamais une nuit complète. J'arrive pas à faire une nuit complète. Remets-la. Et tout le monde va venir. S'il y en a un qui vit là, tout à fait en provisoire. On peut manger dehors, on peut cuisiner dehors. On n'a pas froid parce que c'est encore l'été. Et cet hiver, rien de ce que vous avez vu sera possible. Rien. Le lendemain matin, le réveil est difficile. Comme d'habitude, Catherine et son époux ont très mal dormi. Et pourtant, il faut bien avancer. Pour tenir le coup, Catherine s'oblige à un rituel auquel elle s'accroche comme à une bouée de sauvetage, la lecture de son carnet intime. Si j'ai pas ça et si je m'oblige pas à faire des choses, non seulement je vais m'effondrer, mais en plus tout va s'effondrer, quoi. Voilà. Alors ça va des démarches, mais ça va aussi dans la relation avec mes enfants, par exemple. Faut pas que j'oublie mes enfants tous les jours. Voilà. Parce qu'ils comprendraient pas. Parce que les enfants, ils ont besoin d'être aimés tous les jours, quoi. C'est pas quand j'aurai le temps. Pour épargner ses enfants, cette mère de famille veut sauver les apparences. Son fils Herman vient la voir cet après-midi. Devant lui, elle tient à rester forte. Bon, Herman, il va arriver, il faut que je me ressaisisse, là. Voilà, pensez à mes enfants. Il faut pas qu'ils me trouvent comme une loque, quoi. Parce que le gosse, il va s'effondrer avec nous, quoi. Donc, voilà, j'ai lu mon carnet. Penser à mes enfants, ça veut dire aussi, Herman, il va arriver aujourd'hui. Et il faut que je le reçoive bien, quoi. Voilà, comme on reçoit son enfant, quoi. Qui est pour rien, quoi, dans nos histoires, quoi. Il a toujours besoin de l'amour de ses parents. Pour ne pas sombrer et conserver leur dignité, Catherine et Jean-Marie font très attention à rester propres. Mais là aussi, ils ne peuvent plus faire comme tout le monde. Depuis 2 mois, ils se douchent en cachette dans des campings et pour ne pas se faire repérer, ils doivent faire preuve d'imagination.
Là, je suis en train de préparer un sac de vacancier. Parce que ça va de soi que n'étant pas du camping, si j'arrive avec ma trousse de toilette en passant par l'entrée, ça n'ira pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est un rôle là, de vacancier. Voilà, on est en vacances, on est content quoi. Donc je vais préparer et cacher en même temps toutes les affaires que j'ai besoin dans la toilette, dans ce sac qui ressemble à un petit sac de plage. Et c'est en parfait touriste que le couple franchit la barrière du camping. En arrivant aux douches, une priorité, recharger le téléphone portable. Peu habitués à ce genre de fraude, Catherine et Jean-Marie ne sont pas à l'aise. Encore une fois, ils doivent être rapides. Être repérés et expulsés serait pour le couple une humiliation insupportable. Pendant que son mari se lave les dents, Catherine en profite pour faire discrètement sa lessive. En revanche, elle n'aura pas le temps de se laver les dents. Un membre du personnel attend devant les douches. Par crainte d'être découvert, le couple prend la fuite. Jusqu'à présent, Catherine et Jean-Marie sont parvenus à garder une certaine hygiène, mais dans quelques semaines, ce ne sera plus le cas. Ma crainte principale, c'est qu'on arrive en fin de saison, que les campings vont fermer. Et qui dit que les campings ferment dit qu'on n'a plus rien. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aller se doucher, on ne peut plus remplir nos bouteilles d'eau. Et on peut plus. On garde encore une certaine dignité, mais ça ne sera plus le cas. Quand tout fermera, on est à la rue. Enfin, la rue, on y est déjà, mais bon, encore plus. Une course contre la montre est lancée. Pour récupérer rapidement leur appartement, Catherine et Jean-Marie ont fait appel à la justice et engagé une procédure en référé. 2 audiences ont déjà été reportées. La prochaine a lieu dans quelques jours. Il y a urgence car au 1er novembre, la trêve hivernale empêchera l'expulsion de leurs locataires. En attendant cette décision de justice, Catherine et Jean-Marie décident d'aller à la rencontre de leurs locataires afin d'obtenir des explications. Ce face-à-face est une première. Nous les équipons d'une caméra cachée. T'as vu, ils sont là. Oh. Bonjour. Vous avez une fin de bail au 1er septembre et vous êtes toujours là. Oui. Vous comptez rester là? Ah ben pour le moment. Pourquoi pour le moment? Faut pas que nous passons au tribunal. Non, attendez, on passe au tribunal, nous on dort dans notre voiture et je veux dire, on a des dettes jusque-là. Hein. Donc on passe au tribunal, mais ça commence à bien faire là, hein, quand même. Hein. Et il faut que vous soyez conscient que vous êtes en train de nous foutre dans la merde, quoi. On est dans la merde, hein? On dort dans notre voiture, hein, monsieur. Hein. Ouais. Oui, ouais. D'accord. Et pourquoi vous ne nous payez pas nos loyers? Vous comptez nous payer au moins? Moi, je veux savoir, face à moi, qu'est-ce que vous avez à me dire? Alors, rien pour le moment, vous avez un avocat. D'accord. Donc, attendez. Vous allez continuer à squatter mon logement? Vous comptez rester de la Parce que, attends. Nous, on va pas continuer à dormir dans notre voiture. On va pas continuer à avoir des dettes pas possibles à cause de vous. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous dire? Non, va vous sortir. On en a rien à foutre. Je vais vous sortir, vous, votre femme et votre homme. Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque? Parce que j'en peux plus dormir dans ma bagnole pendant que vous vous voterez dans mon appartement. On a jusqu'au 17 septembre pour régler le problème. Après 10 minutes d'entretien, les locataires font appel à la police. Enfin, vous avez fait une action injuste. Oui, on a fait une action. Là. Mais en attendant, ça fait 2 mois qu'on dort dans notre voiture. Maintenant. Ne m'engueulez pas, madame. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. C'est vrai, vous y êtes. Oui, bien au contraire. Moi, si vous me parlez mal, je prends la voiture. Non. Quand est-ce qu'ils devaient quitter les lieux ces jours? Le 1er septembre. 1er septembre. Donc, ils ont 3 jours de retard. Ouais. Hey, c'est chez nous ici. Arrêtez. Non mais ça va dégénérer, hein. Ça va dégénérer. Mais ça peut pas être malin. C'est chez nous ici. Je peux vous dire, c'est chez nous ici. Non, c'est pas sa barrière. Ce n'est pas la barrière est à la copropriété. Tu vois, ça c'est à moi, ça. C'est à la copropriété. Tout ça c'est à moi. Tout ça c'est à moi. Mais sérieusement, c'est pas en criant que ça va arranger les problèmes. Monsieur, on n'en peut plus, on dort dans notre voiture, monsieur. S'il vous plaît, venez voir. Je vous en supplie, venez voir ma voiture. Cette entrevue est un échec. Catherine et son mari n'ont obtenu aucune réponse. Ce soir, une fois de plus, ils dormiront dans leur voiture. J'accepterai jamais de passer l'hiver dehors, ça c'est sûr. Je l'accepterai pas. J'ai envie d'aller les virer moi-même, tout seul, d'arrêter d'attendre après ce système-là qui nous fait traîner, qui va encore nous faire traîner pendant 6 mois. Et je l'ai mauvaise. Cette courte visite a confirmé les craintes de Catherine et Jean-Marie. Leur appartement semble être dans un état lamentable. En effet, selon eux,
leurs locataires auraient domicilié leur commerce, une poissonnerie ambulante, dans l'appartement. Ils auraient même stocké des congélateurs sur la terrasse. L'appartement, il était neuf quand ils sont rentrés dedans. Les seules petites choses qui étaient un peu vieilles, on les a changées. On a payé à peu près 7 000 € de travaux. Dans leur combat, nos propriétaires malheureux rencontrent des personnes qui les aident. Des bonnes âmes, comme les appelle Catherine. Bonjour Ina. Ina, une ancienne voisine, est l'une d'entre elles. C'est ici qu'ils se réfugient quand leur morale est au plus bas. Tout va bien? Il faut quand même me donner des nouvelles, hein. Moi je m'inquiète quand même. Hein. Quand on vient pas, c'est parce qu'on veut pas tout le temps vous solliciter. Vous savez qu'on a besoin tout le temps, mais on veut pas tout le temps vous solliciter. Vous me dérangez pas, ma chérie. Hein. Chez Ina, Catherine et Jean-Marie retrouvent un peu de chaleur. Des moments précieux qui leur permettent d'oublier qu'ils vivent dans la rue. L'occasion aussi d'emporter un plat chaud. Merci. Allez, et vous inquiétez pas. Hein. Merci. Mangez bien. Faut faire quelque chose le plus vite possible. Ils peuvent pas dormir dans la voiture, ces pauvres gosses. Grâce à ce repas chaud, Catherine peut recevoir son fils à déjeuner. Herman est un jeune homme âgé de 21 ans qui n'a pas été épargné par l'histoire de ses parents. Il rêvait de devenir policier, mais devant les difficultés rencontrées par sa mère, il a dû se résoudre à y renoncer. Un lourd sacrifice pour le jeune homme. J'ai arrêté mes études parce que mes parents ne pouvaient plus me financer mes études. Et puis pour travailler et leur donner un coup de pouce, voilà. Les rôles, ils doivent pas être inversés, Herman. Nous, on reste tes parents. Donc, c'est les parents qui aident les enfants. Et qui plus ceux qui les aident à démarrer. Et nous, on tient à rester tes parents, Jean-Marie et moi. Hein. On tient pas à devenir tes enfants, puisque tes enfants, tu les assistes. Hein. De retour à la rédaction de Sans aucun doute, nous contactons la mairie de la ville où résident Catherine et Jean-Marie. L'employé municipal nous affirme vouloir les aider, mais elle n'a pas de solution pour l'instant. Pourtant, comme par magie, au lendemain de notre appel, Catherine reçoit un coup de téléphone. Les services sociaux lui proposent un mobil-home pour une durée d'1 mois. La mairie s'est décarcassée pour nous trouver un hébergement. Toutefois, c'est un mobil-home provisoire pour 1 mois. Donc, je suis contente quand même d'aller plutôt dans un mobil-home que dans ma voiture. Mais je ne suis pas du tout contente de cette solution quand même, parce que ça serait aux locataires minimum d'aller dans un mobil-home, voire de dormir dans leur voiture, puisqu'ils ne payent rien pour être chez moi. Catherine, Jean-Marie, est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé tout abandonner, lâcher tout simplement? Tout était trop dur. Moi, j'y pensais souvent. Hein. Je me disais, on va se flinguer, quoi. On perdait. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu le premier logement, j'allais perdre le deuxième. Ouais, franchement, on pense qu'on est à côté de la mer et qu'elle va bien nous servir à jeter dedans, quoi. Hein. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans toute cette aventure, cette terrible aventure, vous avez gardé votre dignité. Ça aussi, c'est difficile. C'est le dernier rempart avant véritablement de se retrouver totalement à la rue, lâché de tout. Ben, dans notre malheur, on a quand même eu de la chance, quelque part. Bon, en étant à côté de la mer, dans des stations balnéaires, le fait qu'il y ait énormément de camping, ben, qu'on aille, entre guillemets, aller se doucher dans les terrains de camping. Et puis, pas puer, hein, c'est le mot, ou être un minimum habillé pour rester crédible aussi, hein, parce que, voilà, les gens ne sont pas toujours non plus très sympas, ni très humains même. Hein. Et quand on se réveille le matin et qu'on est toujours dans cette voiture, à quoi on pense? Comment va être faite la journée? Ben justement, on ne le sait pas. C'est ça le pire. Si vous voulez, chaque minute, quand vous sentez au fond de vous, quoi, dans vos tripes, dans votre cœur, et que tous les matins, je suis noué parce que ça devient de la haine. Je peux faire quelque chose. C'est pire que de la haine. C'est pire que de la haine. Je peux vous dire, c'est pire que de la haine. Et cette haine-là, c'est en fait ma femme qui m'a canalisé pour pas que je la sorte.
Maître Del Rio, qu'est-ce que l'on risque si, à un moment donné, on franchit le pas, si on va les sortir de son appartement, ces gens-là? Le principe général, c'est force doit rester à la loi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous commettez une violation de domicile, vous êtes en situation où vous mettez vous en infraction, et c'est vous qui devenez à ce moment-là un délinquant. Vous franchissez la ligne jaune. D'autant plus que vous ne pouvez pas dire j'ignorais le fait puisque j'ai saisi le tribunal pour demander leur expulsion. Donc il faut avoir une décision du juge pour expulser. Effectivement, mais dans cette affaire, il y a quand même... Pour vous, c'est une avancée, c'est-à-dire que vous viviez dans une voiture, vous avez cette construction provisoire qui vous arrive. Ça pourrait paraître, dans cette affaire, la roue qui tourne enfin, un peu de bonheur, un peu de réconfort, et on va le voir que tout ne va pas forcément mieux. Regardez. Le 10 septembre 2008, palais de justice de Perpignan, il est 9h. Ce matin, Catherine et Jean-Marie sont convoqués au tribunal. C'est aujourd'hui que se décide leur avenir. Le juge va-t-il leur rendre leur appartement avant la trêve hivernale? J'ai envie de vomir, je suis contrariée à l'avance, c'est tellement long et on en a tellement bavé que j'appréhende qu'on remette une dose et qu'on pense qu'on est encore assez solide pour attendre. Ça serait bien que ça se débloque aujourd'hui, quoi, hein, que notre situation on puisse la régulariser aujourd'hui et qu'on puisse commencer à vivre, hein, tout simplement. Hein. Catherine et Jean-Marie rentrent seuls au tribunal. Visiblement, les locataires ne sont pas présents, c'est mauvais signe. 2 heures plus tard, les nouvelles n'ont pas l'air très bonnes. Il ne s'est rien passé. Ah, c'est une grosse déception cette audience parce que on attendait quand même à une remise de clé ou à que la situation s'éclaircisse et il s'avère que on avait la tête sous l'eau, on l'a encore et tout le monde prend son temps et nous laisse dans le jus, quoi. Des fois, je me demande, ça serait peut-être plus simple, quoi, de les prendre et de les jeter, ouvrir mon appartement, rentrer dedans que vivre dans une voiture. Et il faut respecter la loi, il faut être gentil, et voilà, et on peut pas continuer comme ça. C'est impossible. Non mais ça va exploser, ça peut pas être autrement. Ça explosera au bout d'un moment donné. La décision finale sera rendue dans plus de 3 semaines. Pourtant, alors que nous les quittons extrêmement déçus, Catherine reçoit un appel de son amie Ina. Ses locataires quittent l'appartement. Les voici filmés par un voisin. Qu'est-ce que tu as vu? Le voisin, le locataire. Eh bien, écoute, il savait la camionnette blanche devant la porte. Sa femme et lui, tous les deux, qui prenaient des trucs en bois et rentraient dans la camionnette. Pour moi, c'était un déménagement. Si ce départ est une bonne nouvelle, Catherine et Jean-Marie ne sont pas sortis d'affaire pour autant. Leurs locataires ont quitté l'appartement, mais reste un problème, ils ont gardé les clés. Catherine et Jean-Marie ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Alors, sans perdre une minute, ils partent à leur recherche. Leur ancien locataire habiterait désormais dans un camping. Nous les suivons en caméra cachée. Bonjour. Ils sont là, tes parents? Non. Non? On est ses propriétaires, on comprend pas bien pourquoi ils sont là alors qu'ils ne nous rendent pas les clés de notre appartement. Vous verrez avec eux. C'est pas mes affaires. Ouais. Ah, mais nous, c'est nos affaires. Oui, d'accord, mais vous verrez avec eux. Ok, Ça marche. Ouais, mais en tout cas, on constate qu'ils habitent bien là, quoi. Mais bon, je comprends pas qu'ils laissent notre appartement comme ça, libre et Qu'ils soient là. Ouais, non, d'accord, ok. On peut revenir vers quelle heure? Je sais pas, c'est l'après-midi. Ok, ça marche. Merci. Catherine et Jean-Marie ont maintenant une certitude, leur ancien locataire n'habite plus dans l'appartement, mais bien ici. Mais Jean-Marie ne veut pas en rester là, il décide d'aller les guetter à la sortie de leur travail. Le voilà, le voilà. Vas-y, suis-le. Par contre, le serre pas, Jean-Marie. Ouais, mais... Non, mais si tu le serres, tu vas être foutu. Il va te faire un coup d'esbrouf, tu vas le perdre. S'engage alors une discrète filature dans les rues de la ville. Mais contre toute attente, les locataires ne rentrent pas chez eux. Ils filent tout droit au commissariat. Vas-y, perds pas de temps, vas-y. Monsieur, vous voulez savoir pourquoi vous avez déménagé, vous ne rendez pas nos clés?
Bonjour. Bon, alors il y a un problème. Là, je sors de mon travail, mon épouse également. Ils nous suivent en voiture. Ils nous suivent en voiture, nous avons déménagé, nous avons quitté les lieux. On a déménagé au camping, mais ils se permettent d'aller au camping, leur poser des tonnes de questions, les déranger là-bas dans ce lieu quand même. Non, et non, là, attends, ils nous suivent de notre travail. Alors, maintenant, la grosse question qu'on voulait leur poser, pourquoi ils ne nous rendent pas la clé de notre appartement? Il y a un huissier qui viendra mardi prochain. Mardi à quelle heure? À 15h. Donc l'état des lieux se fait mardi prochain en présence de l'huissier. Voilà. À ce moment-là, l'état des lieux étant fait, vous rendrez les lieux au propriétaire. Il fait confiance. L'état des lieux. À la grande surprise de notre couple, un état des lieux ainsi que la remise des clés est prévu devant huissier de justice dans quelques jours. Si tel est le cas, mardi 16 septembre à 15h, Catherine et son mari récupéreront enfin leur appartement. Ils ont encore du mal à y croire. Enfin une solution au problème qu'on a depuis, qu'on traîne depuis presque 1 an. Et bon, c'était inespéré, quoi. Une semaine plus tard, à l'écart de l'appartement, nous retrouvons Catherine et son mari quelques minutes avant la remise des clés. Aujourd'hui, je me sens pas encore vraiment rassuré parce que bon, j'ai pas encore les clés dans ma poche. Ils peuvent aussi faire de l'intox. Hein. Maintenant, bon, c'est sûr, je me sens mieux que le premier jour. Et bon, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel. Mais bon, on verra vraiment le bout du tunnel quand on aura vraiment les clés dans la poche, quoi. 15h, devant l'appartement, tout le monde est au rendez-vous. Les propriétaires, les huissiers de justice et surtout les anciens locataires. Après l'état des lieux, l'huissier procède à la remise des clés. Merci. On est content de rentrer chez nous. On va voir la boîte aux lettres apparemment. Disons que ça fait quand même longtemps qu'on attendait ce moment-là, quoi. Désormais, Catherine et Jean-Marie sont enfin chez eux. Ils découvrent alors l'état de leur appartement. L'appartement, tu vois, il est pourri, quoi. C'est bien ce que je pensais. Ils nous l'ont saccagé, hein. Saccagé, hein. Mais c'est de la folie. Comment tu peux rendre un appart comme ça, franchement? Non, mais regarde comment tu peux rendre un appart comme ça. C'est grave. Oh la vache, regarde l'état de la chambre. Ah bah au moins il n'y a pas été de main morte, hein, avec les trous. Regarde-moi ça. Il y a au moins 25 trous, 50 trous. Regarde-moi ça, là. Oh. Il y a encore des toiles d'araignée. Regarde-moi ça. Oh la vache. Notre appartement, même s'il est en mauvais état, on est quand même content de le retrouver, quoi. Et bon, qu'il soit en mauvais état, qu'il y ait même à tout à refaire, même à casser les cloisons, ben, le principal, c'est qu'on l'ait, quoi. Cela fait des mois qu'ils attendent ce moment. Catherine est émue. Au début, on n'avait plus du tout le moral, on ne savait plus du tout comment faire, on était désespérés, on ne trouvait plus de solution. C'est quand même grâce à toute l'équipe de Sans Aucun Doute qui nous a suivis, qui nous a aidés, qui nous a conseillés, qui nous a coachés, qu'on est là aujourd'hui. Et je suis contente que vous partagiez ce moment avec nous, vraiment, je suis contente. Vous nous avez vu dans quelle galère on était. On s'est un peu confié à vous, vous nous avez écoutés, vous nous avez suivis, vous nous avez aidés. Je pense que, bon, je vous vois vous aujourd'hui, mais je pense qu'il y a d'autres personnes de l'émission qui travaillent encore derrière, qui sont acharnées, qui font en sorte que les gens s'en sortent, quoi. Et vous êtes une superbe équipe, quoi. Regarde Jean-Marie, il y a ton inscription que tu avais fait il y a 3 ans quand on l'a acheté. C'est vrai, ça. Tu te demandes comment il a tenu. Ah bah, dans l'arbre, ça tiendra tout le temps, quoi. Ah ouais. Tout le temps. Au moins, ça a été solide. Je me rappelle, j'avais galéré pour le faire, d'ailleurs. Ah ouais, on va tous y aller de notre petite larme, effectivement. Depuis qu'on suit cette histoire, c'est la première fois que je vous vois sourire. Alors ce que je vais faire, c'est vous souhaiter bonne chance. Merci. Bons travaux. Merci beaucoup plaisir. en tout Merci cas. Vous êtes et vous représentez ce que doit être cette émission, ce que doit être Sans Aucun Doute. On est là pour vous aider et rien n'est impossible. Il y a toujours de l'espoir et vous en êtes la parfaite illustration. Merci.